Le journal. Les titres du journal. À la une de l'actualité, alors qu'il y a moins de 24 heures, le gouvernement annonçait la levée de l'état d'urgence. Son porte-parole revient pour repréciser les choses et faire comme une sorte de mise en garde contre le non-respect du reste des mesures barrières. Toujours dans l'actualité, la mort de Paulin Guémobam, l'un des illustres fils et dignitaires de la République. Il est décédé le 9 mai dernier à son domicile à Libreville. Nous parlerons également du lancement de l'opération de déconfinement ce lundi en France. Après 2 mois passés confinés, les Français sont partagés entre soulagement et inquiétude. Ce déconfinement se fait sous le respect total des mesures barrières. Voici les titres, dans un instant, les détails. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Je vous le disais en titre, depuis ce dimanche à minuit, le gouvernement a décidé la levée de l'état d'urgence. Mais ce lundi, le porte-parole du gouvernement est revenu pour repréciser certaines choses et faire une sorte de mise en garde contre toute violation des mesures barrières. Nous écoutons Anissé Mouboumiakou, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement rappelle avec insistance à l'opinion que la fin de la période de l'état d'urgence ne signifie pas que la pandémie est éradiquée, pas du tout. Au contraire, nous assistons depuis un certain temps à l'augmentation exponentielle des cas de contamination connus. Cela appelle donc de la part de chacun une prise de conscience réelle de la présence de la pandémie, nécessitant une vigilance accrue et l'observation plus rigoureuse des gestes barrières de protection obligatoires qui demeurent à ce jour, comme vous le savez, le port du masque adapté et le respect de la distanciation physique. Pour le gouvernement, la lutte contre la propagation du coronavirus n'est plus une simple obligation de moyens. Elle est devenue une obligation de résultat dont la réalisation peut amener les pouvoirs publics à durcir les mesures de restriction prévues par les textes en vigueur. C'est la raison pour laquelle le gouvernement décide le maintien des mesures de prévention et de lutte contre la Covid-19 mises en place dans le cadre de l'état d'urgence, ce conformément aux nouvelles dispositions régissant les catastrophes sanitaires. Le conseiller en communication du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, revient sur le respect des mesures en vigueur dans cette lutte contre le Covid-19. Nous écoutons Jean-Éric Dingui-Mangala au micro de Nick Choslin-Fouba. Faisant suite à la communication du gouvernement, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, complète. Le Conseil des ministres, en sa séance du vendredi 8 mai 2020, a mis fin à l'état d'urgence instauré le 10 avril 2020. Le dit Conseil des ministres a également précisé que les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 demeurent en vigueur. La fin de l'état d'urgence énoncé se conforme au nouveau cadre juridique défini par la loi fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires qui autorisent le maintien de mesures de riposte sur la durée de la crise sanitaire actuelle. Dans le souci d'alléger les procédures, le gouvernement a sollicité et obtenu du Parlement l'adoption d'une loi fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires. En conséquence, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, rappelle aux uns et aux autres que le couvre-feu de 18h à 6h du matin reste de mise. La circulation interurbaine reste interdite, sauf autorisation spéciale. Les rassemblements de plus de 10 personnes demeurent interdits. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes restent fermées, sauf pour les cas de rapatriement de nos compatriotes, du transport des produits alimentaires, pétroliers, gaziers et l'eau fret. Les débits de boissons et autres commerces demeurent fermés. Les motels, salles de spectacle, salles de jeux et musées demeurent fermés. Les bars dancing, boîtes de nuit,
et lieux de culte restent fermés. Les manifestations politiques, sportives, culturelles, religieuses, syndicales et les conférences nationales et internationales demeurent non autorisées. Les sports collectifs ou de masse non autorisés. L'observation de la distanciation sociale, du port obligatoire du masque et des autres mesures barrières reste de mise. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, rappelle enfin que la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 requiert l'implication de tous afin de barrer le chemin à cet ennemi invisible. Respect des mesures barrières pour la lutte contre la pandémie du Covid-19, les populations de la localité d'Untum entendent, elles, bien les respecter, notamment le port du masque obligatoire. C'est ce que nous confirme Maurice Mugunga. Suite à la récente déclaration du chef du gouvernement, Julien Corbacal, selon laquelle la pandémie du Covid-19 s'étend désormais à l'intérieur du pays et 5 provinces en ont déjà enregistré des cas positifs, les populations de la commune de Ntoum et ses environs arborent maintenant les masques à longueur de journée. Cette attitude appréciable est constatée aussi bien dans les transports que dans les milieux publics. Il se trouve que tout le monde ne se doute plus de la présence de cette maladie sur le territoire national. Ainsi donc, à travers plusieurs artères de la commune de Ntoum, les vendeurs de masques artisanaux ont considérablement augmenté. Désormais, la nécessité de se plier aux mesures barrières édictées par les pouvoirs publics s'impose. Quelques compatriotes s'expriment. Je porte les bavettes de sécurité parce que je suis conscient que la maladie, elle est là, elle est vraiment visible. Et de peur de me faire attraper cette maladie, voilà pourquoi je prends mes précautions d'être prudent. Vous savez, généralement, depuis qu'il y a tous ces cas, on voit l'augmentation des chiffres des malades atteints du Covid-19. C'est nécessairement une réalité parce que généralement, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, en ce moment, on est obligé de porter les bavettes pour éviter exactement la propagation de ce coronavirus qui fait tant de dégâts. Okay. Nous courons dans une épidémie qui dépasse le monde entier. Donc on demande à tout le monde de porter les toquants. Plus personne n'ignore l'idée de se laver ou de se désinfecter les mains avant d'entrer dans un espace commercial tout en arborant bien évidemment une bavette. Une prise de conscience salutaire dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 en dépit de la difficulté qui existe encore à certains milieux d'appliquer la distanciation. Depuis Meyan Parntoum, Maurice Mugunga pour Radio Gabon, la référence. Bien que le Covid-19 perdure toujours, beaucoup pensent déjà à l'après-crise sanitaire avec cette question. Quel plan de relance économique pour le Gabon après la crise sanitaire de la pandémie du coronavirus? Selon l'économiste Willy Antia, un plan de relance économique est capital pour redynamiser notre économie. Fabien Guy Okinvele. Après une amélioration constante de la dynamique de la dette publique pendant les 3 dernières années, le choc Covid-19 combiné à l'effondrement des prix du pétrole entraîne une augmentation du niveau de la dette publique, notamment en raison d'une croissance plus faible. Willy Ontia, économiste. La dette publique du Gabon en septembre 2019 s'élève à 5 107 milliards de francs CFA, ce qui représente à peu près 65% du PIB. La réglementation dans les critères de convergence dans le cadre de la CEMAC disent que la dette publique ne doit pas être plus de 70% du PIB. Ce qui veut dire qu'avec les mesures annoncées, l'endettement prévu, il est fort probable que ce taux dépasse les 70% en 2020 du fait de la nécessité de s'endetter et de trouver des ressources pour financer notamment le plan de crise anti-Covid-19, mais également le plan qui va suivre, c'est-à-dire le PRE, le plan de relance économique que le gouvernement doit mettre en place. La nécessité d'une augmentation de la dette va permettre de maintenir un certain niveau d'activité et obtenir une résilience économique, explique Willy Ontia. Il est fort probable que la dette passe de 5 000 milliards à plus de 6 000 milliards en 2020 du fait de la nécessité de maintenir un certain niveau d'activité en République gabonaise et d'obtenir une résilience de notre économie. Et pour cela, il faut prendre des mesures fortes. Il faut que l'État joue son rôle de prêteur en dernier ressort, d'investisseur principal sur l'économie. Et cela nécessite qu'elle puisse lever des fonds importants pour pouvoir financer ce plan de crise. Passé 2020, la dette devrait retrouver une trajectoire décroissante, notamment grâce à l'engagement des autorités à améliorer la collecte des recettes et la gestion de la dette publique.
En cette période de confinement, nous allons à la découverte de l'organisation du Centre Arc-en-Ciel, cet orphelinat de Ronan qui milite pour la réinsertion sociale des enfants abandonnés. Comment se passe le mode d'admission dans ce centre? Comment se fait la prise en charge et surtout, quelle est la procédure de réinsertion dans les familles? Les réponses dans ce reportage de Gaël Bimba Okoko. Nous sommes au centre Arc-en-Ciel, une structure d'accueil qui reçoit des enfants abandonnés, victimes des violences et trafics de tout genre. Des enfants qui avaient presque perdu goût à la vie, mais qui, grâce à cet établissement, ont pu retrouver le sourire et la joie de vivre. Olivia Menge Moutinga, éducatrice. On a aussi une équipe qui travaille en journée, vers les 10 heures, ils vont dans les rues, dans les grands carrefours, ils sensibilisent et il y a aussi un travail qui se fait la nuit pour les enfants abandonnés et on essaie de sensibiliser et d'expliquer ce qui se passe au centre et on travaille avec la volonté de l'enfant. Après avoir expliqué à l'enfant ce qui se passe, à lui-même de venir, on lui donne un jour qu'il peut passer, lui-même il vient, on ne l'emmène pas de force. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer le parachutage de ces orphelins sociaux dans les rues. Le centre Arc-en-Ciel, qui compte 27 enfants en son sein, pour les aider à s'en sortir, mise sur l'alphabétisation, la détection des talents enfouis par les cours, les chants, les danses, théâtre et par l'apprentissage des métiers avant leur réinsertion. Après le travail qui se fait au centre, ils sont réinsérés dans leur famille. Et lorsqu'ils sont réinsérés dans les familles, on travaille en collaboration avec les parents, on ne coupe pas directement le contact. Donc, lorsqu'ils sont déjà ici, il y a un travail qui se fait, c'est-à-dire l'enfant arrive avec des comportements un peu de violence et un peu les comportements de la rue. On essaie de recadrer. Et lorsqu'on voit que l'enfant est déjà apte à retourner en famille, on le réinsère. On commence par exemple des week-ends, des semaines, et à chaque fois le parent nous fait un retour. Le centre ne vit que grâce à l'apport des donateurs et pour mener à bien sa mission, il ne compte que sur ces personnes épris de bonne volonté. Je vous disais également titre lancement ce lundi de l'opération de déconfinement d'une grande partie de la France, mais ce déconfinement est marqué par le respect total des mesures barrières. Nick Choslin Fouba. Déconfinement. Après 55 jours de confinement, c'est un ouf de soulagement pour la population française. La France se remet petit à petit en mouvement, non sans plusieurs contraintes, dont le port du masque obligatoire dans les transports et le casse-tête sanitaire à l'école. Ce déconfinement ne concerne pas l'ensemble du pays, car certaines régions ont encore du mal à se débarrasser du virus, cet ennemi invisible. Déconfinement, oui, le masque est obligatoire dans tous les transports publics pour les plus de 11 ans. Si la mesure n'est pas respectée, une amende de 135 € est de mise. Depuis ce lundi, il est paisible de sortir librement dans la rue sans attestation, dans une limite de 100 km autour de sa résidence. Au-delà de cette limite, une nouvelle attestation est de rigueur. Pour l'heure, en France, les frontières restent fermées jusqu'au 15 juin au moins avec les pays européens. Et celle de l'espace Schengen reste fermée jusqu'à nouvel ordre. La Covid-19 a fait des dégâts en France avec plus de 26 000 morts. Un bilan regrettable. La communauté internationale célèbre la journée mondiale des infirmières. Cet événement annuel et mondial se produit tous les 12 mai de chaque année. Cette célébration est faite en mémoire des nobles actes accomplis par les infirmières et infirmiers dans le monde. Occasion pour la rédaction de Radio Gabon de nous décrire le rôle des infirmiers. Lancée en 1965 par le Conseil international des infirmières, la Journée mondiale des infirmières est célébrée en mémoire des nobles actes accomplis par ces dernières pour notre société. À cet effet, le rôle propre d'infirmière se complète par le rôle médico-délégué qui regroupe les interventions que le professionnel effectue après avis ou prescription médicale. L'infirmière est donc celle qui effectue des soins de nature préventive, curative ou palliative afin d'améliorer, maintenir et restaurer la santé. Elle a donc un rôle de collaboration importante avec l'équipe soignante, quel que soit son lieu d'exercice. Elle assure avec l'aide-soignante qui travaille sous sa délégation les soins d'hygiène, de confort, d'éducation et de sécurité du patient. L'infirmière a selon son décret de compétences un rôle sur prescription médicale et un rôle propre.
Celui sur prescription médicale est le seul lien hiérarchique avec le médecin. Elle ne peut donc pas définir elle-même le traitement d'un patient. En revanche, elle est chargée de surveiller les éventuels effets secondaires ou complications des thérapeutiques. Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmière a l'obligation, après avoir évalué les besoins d'un malade et posé un diagnostic infirmier, d'établir un plan de soins et d'en organiser la mise en œuvre. Enfin, quand elle n'est pas salariée dans un hôpital ou une clinique, l'infirmière peut coordonner et dispenser des soins dans des structures diverses, notamment maisons de retraite, centres de réadaptation, soins palliatifs, de santé au travail ou de santé scolaire. Retenons également qu'après un temps d'exercice en qualité de salarié à l'hôpital, l'infirmière peut exercer en libéral. L'émission Gabon Politique reçoit ce mardi 12 mai 2020 le secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais chargé de l'Union des jeunes, Axel Jason Ayenoué, par ailleurs maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Parmi les questions abordées, ses perspectives après la pandémie du coronavirus. Nous l'écoutons en avant-première. Après le corona, nous espérons progressivement être sur le terrain, aller à la rencontre de nos camarades jeunes à l'intérieur du pays et dans la capitale pour faire un état des lieux de nos troupes au niveau de l'UJPDG. Et puis ensuite, nous allons mener un certain nombre d'activités en faveur des jeunes de manière générale pour stimuler, n'est-ce pas, l'activité et l'engagement des jeunes en politique. Il y a un volet formation. Il y a un volet formation technique, culturelle, politique. Alors nous avons dans ce principe des 2 R mis notre mandat de l'UJPDG sous un acronyme qu'on va appeler RIR. Et donc dans RIR, vous avez les 2 R, mais vous avez aussi en fait rayonner, innover, réussir ensemble. Les grandes orientations nous viennent de notre président. Nous avons un président au niveau du parti qui nous donne des grandes orientations et nous avons un organe qui dirige le parti, le secrétariat exécutif, avec à sa tête un secrétaire général. Donc on est dans le dialogue, la tolérance et la promotion de la paix. Et donc c'est à travers ce triptyque de dialogue et de tolérance et de paix que nous allons essayer de conquérir les indécis et ceux qui se demandent s'il faut ou pas venir adhérer à notre parti, le Parti démocratique gabonais. Le professeur Paulin Nguema-Bam a tiré sa référence le 9 mai dernier à son domicile à Libreville. Ancien secrétaire d'État dans les années 80, cet illustre fils et dignitaire de la République était un homme multidimensionnel, tant sur le plan politique, administratif que culturel et religieux. Claudette Eoré trace son parcours. Professeur Paulin Nguema-Bam, à ne pas confondre avec Dr Paulin Obam Nguema, ancien Premier ministre. Cet intellectuel dont nous parlons est né vers 1934, originaire du département du Haut-Komo à Médouneux, dans la province du Wellington. Enseignant de sociologie à l'université Omar Bongo pendant plusieurs années, Paulin Nguema-Bam fut secrétaire d'État dans le gouvernement Léon Mébiam en 1981, en plein parti unique. Homme de culture et de lettres, il est l'un des premiers Gabonais à avoir cru en la culture gabonaise en décidant de soutenir sa thèse de doctorat d'État en ethnologie à l'université de Strasbourg II de France en 1996 sur le thème « La tradition de la danse chez les Fans du Gabon ». Son attachement aux traditions ancestrales Fang constituait pour cet ancien prêtre catholique la marque de fabrique qui a drainé bien des générations à s'intéresser à la culture du terroir. Il a d'ailleurs commis 3 ouvrages majeurs qui traitent de la culture gabonaise en général et Fang en particulier sous le prisme de la valorisation de la religion et des danses. Paulin Nguema-Bam, qui tire sa révérence à l'âge de 86 ans, est une bibliothèque qui brûle, donc une perte incommensurable comme on l'entend depuis l'annonce de son décès de la bouche des ressortissants de sa localité natale. Tout simplement parce que tour à tour, l'illustre disparu fut premier membre du gouvernement,
premier sénateur, premier professeur des universités natives de Médoune et surtout premier guide spirituel, c'est-à-dire premier prêtre consacré du Haut-Comou. Un patrimoine national à conserver, comme l'a écrit l'un de ses disciples, l'écrivain syriaque Akomozog, en lui rendant hommage, je cite, « Je suis convaincu que Paulin Nguema a laissé derrière lui d'autres Gabonais férus de culture et résolument engagés à poursuivre son précieux héritage. » Fin de citation. Et comme héritage familial, l'auteur des aspects de la religion Fan laisse une veuve et des enfants. Adieu, digne fils du Gabon. Par ma voix, la rédaction de Radio Gabon souhaite ses condoléances à la famille éprouvée. 39 ans après sa mort, la mémoire du chanteur jamaïcain Bob Marley est toujours célébrée. Le 11 mai de chaque année donne l'occasion à ses mélomanes de se remémorer les instants Bob Marley de son vrai nom, Robert Nesta Marley. L'artiste demeure un mythe vivant et contemporain jamaïcain avec plusieurs tubes de musique rasta. Edgar Kaba vous propose ce reportage. Des messages mythiques que beaucoup de fans et mélomanes à travers le monde ne sont pas prêts d'oublier. Des mots et un rythme sous fond d'instruments à la pointe du talent. Le Rastafari, considéré comme le summum du reggae, son timbre vocal, sa diction, son intelligence, son engagement à dénoncer les maux qui minent le continent, voire le monde, demeure de source d'enthousiasme et d'inspiration de plusieurs générations. Nous avons cerné un des fanatiques du maître du reggae, Bob Marley, qui présente l'icône, sa vision et ce qu'il garde de ce grand de la musique Rasta. DJ Mangley, animateur de l'émission Reggae Calypso. Bob Marley, c'est un artiste de reggae, un Jamaïcain. Il est né le 6 février 1945 à Sainte-Anne, Montogobé. Il a grandi, comme tout le monde, dans un environnement d'enfance. Il allait à l'église avec ses grands-mères, avec ses tantes. Il a commencé dans les chorales, à chanter comme tout enfant de chœur. Et c'est de là où est venu cette étincelle d'aimer la musique. Son reggae restait un reggae fluide. Ces messages d'amour, ces messages de prophétie. Bob Marley avait, comme tout Jamaïcain, ce rêve de revenir en Afrique. Il fut le premier à venir en Afrique. Le premier pays africain que le roi du reggae a foulé, c'est le Gabon. Par l'invitation de la famille présidentielle, le 3 janvier 1980, il fallait qu'il fasse un concert pour le peuple au Gabon. Il l'a fait au gymnase, président Bongo. Des titres qui ont fait danser le monde et qui transcendaient les couleurs de peau, de langue, de croyances, vivent et vivront toujours. On se quitte sur l'un de ces tubes mythiques. Africa unite, 'cause we're moving right out of... La page des sports. C'est avec Frédéric Nancy Pagna. Frédéric, l'International Bower Football Association, l'instante garante des lois du jeu, vient d'autoriser provisoirement la possibilité d'effectuer 5 remplacements au cours d'un match. Effectivement, on passe de 3 à 5 remplacements au cours d'un match et ce jusqu'en fin 2020. Cet amendement temporaire va soulager les joueurs lors de la reprise des championnats après plus de 2 mois d'arrêt. Plus d'explications avec l'ancien arbitre international, instructeur CAF et FIFA, Jean-Olivier Mbera, au micro de David Maguedin. L'International Football Association Board, donc l'IFAB, s'est réuni le 8 mai 2020 pour apporter des amendements à la loi 3. Il faut quand même revenir sur l'ancienne disposition qui nous dit que les changements autorisés lors d'une compétition officielle est de 3 au maximum. Mais compte tenu du Covid-19, l'International Board s'est réuni le 8 mai et a procédé aux amendements temporaires pour les compétitions qui iront jusqu'à fin 2020. Donc dès la reprise des compétitions après le Covid-19, les équipes auront la possibilité d'aller jusqu'à 5 remplacements pendant un match. En d'autres termes, on leur demande de faire les remplacements pendant la mi-temps et il est également retenu que pendant les prolongations, selon le règlement de la compétition, parce qu'il y a les compétitions qui stipulent que pendant les prolongations, on accorde un remplacement supplémentaire. D'autres compétitions peuvent ne pas accorder le remplacement supplémentaire. Donc, outre les 5 remplacements qui sont accordés à l'équipe, pendant les prolongations, l'équipe peut recourir à un changement supplémentaire pour en faire 6. Voilà un peu les modifications apportées, n'est-ce pas,
à la loi 3, mais comme son nom l'indique, ce sont des amendements temporaires qui peut-être pourront être modifiés ou non. Donc on n'impose pas, on a demandé à chaque association. Au niveau de la Fédération gabonaise de football, elle peut dire non, nous on s'en tient à 3 remplacements, comme ils peuvent décider d'aller jusqu'à 5 remplacements. On rappelle que la FIFA et l'International Board ont précisé que la décision de maintenir cette mesure sur la loi 3 du jeu sera déterminée ultérieurement. La crise sanitaire mondiale impacte lourdement le sport en général et le football en particulier, avec notamment l'arrêt des compétitions. Et qui dit arrêt des compétitions, dit arrêt des différents matchs en direct. Actuellement, les amoureux du football se contentent des rediffusions. Oui, depuis plus de 2 mois, les férus de football dans le monde se consolent en suivant les rediffusions de matchs. Mais ce palliatif de rediffusion de matchs ne satisfait pas tous les amoureux de football. C'est le cas de nombreux spectateurs à Libreville. Suivez ce reportage d'Edgar Kaba. Jacob, Brigitte, Grégoire, Bernadette, Nancy sont nostalgiques de ces grands moments de football. Des classicos et autres derbys diffusés à la télé et à la radio qui mettaient aux prises les grands clubs d'Europe, d'Afrique et du reste du monde. Il y a eu encore un match tout frais qui reste dans les mémoires des parieurs et des supporters. C'est le Real Madrid-Barça lors du 2-0 et le but à la dernière minute de Mariano. Donc je pense que ça c'est encore là. C'était vraiment bien. Assis soit à la maison ou dans un troquet et autres espaces publics, avant la crise sanitaire de Covid-19, Janvier, Landry et Sandrine, dans un regard de comparaison, affirment qu'aujourd'hui les rediffusions de matchs via la télé ou la radio ne procurent pas les mêmes sensations ou le même plaisir des parties suivies en direct. Moi du football nous manque parce que vraiment on s'ennuie vraiment à la maison depuis tout ce temps-là. Tant qu'hommes, nous sommes déjà habitués à passer les week-ends sur les écrans. Moi personnellement je suis un joueur de football, donc quand je passe un week-end à la maison sans suivre des matchs, c'est comme si on m'aurait coupé ma vie. Il ne peut pas avoir la même sensation puisque les rediffusions sont des matchs que tu as déjà suivis. En un mot, c'est déjà du vécu. Donc je pense que lorsqu'on te ramène le vécu que tu as déjà eu à vivre, quoi. Donc il ne peut pas avoir la même sensation comme quelque chose qui va arriver direct en un mot. Le foot me manque. C'est vrai que les rediffusions qu'on regarde en ce moment, ça réveille quand même certaines sensations, ça te rappelle les moments et ça fait plaisir, mais sauf que nous on aime le suspense. Parce que quand tu regardes un match en direct, il y a le suspense qui est là. Barça, Liverpool, quand je pense que la saison dernière, Liverpool avait terrassé Barça. Ça, c'est un match que j'ai envie de suivre et regarder. Depuis, j'attends. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas sur place quand ça passe, mais c'est un match que j'ai envie de revoir. L'impatience d'un Real de Madrid, d'un Paris-l'OM, d'un Gabon-Cameroun ou d'une Côte d'Ivoire, Nigeria manque au férus du ballon rond. On se quitte sur cet extrait de Classico qui rendait les publics du monde fous de plaisir. Le ballon sur Sergio Roberto, le centre pour Luis Suarez à l'entame de la deuxième mi-temps. Ce compte terrible des Catalans conclu par Luis Suarez. Le Real de Zidane est mené à domicile. L'UEFA, l'Union des associations européennes de football, a déjà officiellement repoussé le début de la Ligue des championnats 2020-2021. L'instance envisagerait d'alléger les tours préliminaires de ces compétitions. Oui, ce n'est pas encore officiel, mais la rumeur persiste. L'UEFA pourrait revoir la formule des tours préliminaires de la Ligue des champions. En raison de l'arrêt depuis plus de 2 mois des championnats européens pour cause de crise sanitaire, l'instance européenne pourrait décider que les tours préliminaires se disputent sur un seul match. Selon les médias France Football et l'équipe, l'UEFA envisagerait d'aller bien plus loin encore dans la réorganisation de la Ligue des champions et supprimer purement et simplement les tours préliminaires de qualification de ces plus grandes compétitions des clubs, c'est-à-dire la Ligue des champions et l'Europa League. La décision finale est très attendue, elle chamboulera certainement tous les championnats nationaux européens. Frédéric Dancipagna vous a présenté la page sport, mais tout de suite nous faisons le rappel des titres. Alors qu'il y a moins de 24 heures, le gouvernement a annoncé la levée de l'état d'urgence. Son porte-parole est revenu pour repréciser les choses et faire comme une sorte de mise en garde contre le non-respect du reste des mesures barrières. Nous avons également parlé de la mort de Paulin Nguema, l'un des illustres fils et dignitaires de la République. Il est décédé le 9 mai dernier à son domicile à Libreville. Merci d'avoir suivi ce journal. Montage Herman Osunga, réalisation Remou Savoun Santa Fe, présentation Sonia Dassembe, coordination Nick Choslin Fouba. La supervision est assurée par Ali Renald Radjouma.
Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.